bienvenue. Cette session est organisée par l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, donc l'APSES. C'est une association qui représente plus de 30% des professeurs de sciences économiques et sociales, qui regroupe 2100 adhérents et qui œuvre à l'amélioration des conditions d'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée. On permet aux collègues d'échanger sur leurs pratiques et également on œuvre à des programmes de SES qui soient pluridisciplinaires, qui permettent des débats, qui permettent du pluralisme et qui entendent former les élèves à penser les grands enjeux du monde contemporain. Et il se trouve que les enjeux écologiques en font partie. Donc nous sommes très heureux et très heureuses d'organiser cette table ronde avec Alternative économique et Catherine André, rédactrice en chef, que nous remercions. Et nous sommes aussi heureux de voir que les collègues ont saisi l'opportunité de venir ce soir accompagnés de leurs élèves. Le thème de cette session, c'est un thème qui est au programme de terminale, puisqu'il s'agit de l'action publique pour l'environnement. Donc il s'agira, avec nos 3 intervenants que nous remercions, d'éclairer cette question à l'aune des dernières recherches en sociologie, en sciences politiques et en économie. Merci beaucoup à vous. Je laisse la parole à Catherine André pour la présentation du débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois que l'hémicycle est complet. Nous avons également bienvenue à tous ceux qui sont connectés, toutes celles et ceux connectés à distance, puisque nous avons les élèves du lycée Marianne de Créteil, le lycée Passy-Saint-Honoré, lycée Paul Verlaine à Reims, CFA à Nantes, ainsi qu'un groupe de Royan et également d'Aix-en-Provence, de l'INSEC. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez, pendant que vous écoutez le début du débat, d'ores et déjà poser des questions avec le hashtag Printemps de l'écho. Je pense que ça doit apparaître sur l'écran, que je recevrai, et puis je pourrai soit les poser au fur et à mesure, soit les poser dans un temps dédié en fin de débat. Je remercie beaucoup nos 3 intervenants pour répondre à la question qui nous est posée des défis de l'action publique pour l'environnement. Merci beaucoup Anne-Laure Delade d'être avec nous. Vous êtes économiste chargée de recherche au CNRS, professeure à l'Université Paris-Dauphine. Clémence Guimont, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et vous êtes co-responsable du master transition écologique. Et Pierre Funalo, vous êtes chercheur en économie écologique à l'Université de Bordeaux et vous êtes également membre des économistes atterrés. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on commence déjà un peu en retard et on a 1 heure exactement de débat. Sachez que je réserverai environ un quart d'heure à la fin des échanges pour prendre vos questions auxquelles répondront les intervenants. On va donc faire une plongée dans la fabrique en fait, de l'action publique et de ces actions publiques qui sont forcément de concert avec d'autres acteurs, mais qui se heurtent à pas mal de questions d'organisation, à pas mal de défis, on va le voir, pour toutes ces politiques environnementales, avec parfois aussi des effets contre-productifs, ce qui fait qu'on pense qu'il est important de les réexaminer. Nous allons voir pourquoi. Donc je vous passe tout de suite la parole, Clémence Guimont, pour nous présenter peut-être le cadre dans lequel l'action publique environnementale se décide, se met en œuvre. Vous expliquer comment ça marche en fait, concrètement. Merci. Très bien, bonsoir à tous et toutes. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais essayer de présenter un défi de l'action publique de l'environnement qui est double à mes yeux. Donc j'explique. Donc comme vous le savez, la question environnementale, c'est un problème qu'on va qualifier de transversal. C'est-à-dire que la question de l'environnement, ça va aussi bien concerner par exemple les transports, voilà, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment avoir des transports moins polluants. Ça va concerner l'agriculture, par exemple, comment faire en sorte d'avoir une agriculture qui ne pollue pas les sols, qui soit aussi moins émettrice de gaz à effet de serre. Ça va aussi concerner l'industrie, les activités industrielles qui sont polluantes, etc. etc. On pourrait continuer la liste pendant très longtemps. L'idée, c'est de se dire que l'environnement, c'est un problème transversal qui concerne en fait tous les domaines sur lesquels l'État agit. Bon. Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment l'environnement est pris en charge par l'action publique?
il y a effectivement un ministère de la transition écologique, donc ça veut dire un ministre, une ministre, et toute une administration qui est dédiée, totalement dédiée à la prise en charge de la question environnementale. Bon. Donc on pourrait se dire, c'est très bien, on a plein de fonctionnaires qui travaillent aussi avec des associations, avec les acteurs économiques, toute la journée pour résoudre tous les problèmes environnementaux, on sait qu'ils sont nombreux, ça devrait bien se passer. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, la question environnementale concerne tous les domaines. Et donc, en fait, elle ne concerne pas uniquement le ministère de la transition écologique. À vrai dire, elle concerne aussi bien le ministère de l'environnement, le ministère de l'économie, le ministère de la culture, par exemple, le sous-secrétariat à l'industrie, etc. Et donc, en fait, on constate aujourd'hui que le ministère de la transition écologique et les administrations qui travaillent à la question environnementale ont du mal à s'entendre avec leurs collègues des autres administrations et des autres ministères pour assurer la préservation de l'environnement et en fait pour avoir des politiques qui soient cohérentes. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a certes des politiques qu'on va dire environnementales, donc des politiques qui sont dédiées à la question environnementale, ok, mais ces politiques, elles rentrent souvent en contradiction avec les autres politiques qui sont mises en place par les autres ministères. Un exemple récent, ça a été la décision au niveau de l'agriculture, de revenir sur la réduction d'usage de certains pesticides qui polluent les sols, qui aussi sont susceptibles de réduire la biodiversité. Et ça, évidemment, ça va à l'encontre des représentations et des intérêts de la question environnementale. Ces administrations, elles ont du mal à travailler entre elles, pour différentes raisons. Déjà parce que parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément formées à la question environnementale. Elles intègrent une administration pour travailler sur la question économique, la question de la santé, la question de la culture, mais sans forcément être sensibilisées à ces questions. Autre possibilité, ce sont des personnes dans ces administrations qui travaillent avec des groupes d'acteurs à l'extérieur qui ne sont pas sensibilisés à l'environnement ou dont les intérêts entrent en contradiction avec la préservation de l'environnement. Et donc là, forcément, ça coince, il y a des rapports de force qui se créent et qui se font parfois au détriment de la question environnementale. Donc ça, le premier défi que je vous propose, c'est se dire comment on peut à la fois traiter la question environnementale d'un point de vue transversal, donc faire en sorte que toutes les administrations travaillent ensemble, et en même temps, tout en laissant la place, la main à l'administration de l'environnement. La deuxième difficulté qui est liée à ça, c'est le fait que l'environnement, c'est une politique qui est travaillée à toutes les échelles. C'est-à-dire, vous le savez, c'est très médiatisé, il y a des accords internationaux pour le climat, régulièrement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Il y a également beaucoup de politiques qui sont menées à l'échelle nationale. Très récemment, on a parlé d'un plan d'adaptation au changement climatique, par exemple, mais aussi beaucoup à l'échelle locale, à l'échelle de la ville, à l'échelle du département, de la région. Il y a des politiques qui se font, notamment des politiques pour aménager le territoire, donc par exemple pour mettre en place des transports qui soient moins polluants, pour faire en sorte que les espèces, la biodiversité puissent se déplacer sur tout le territoire, d'accord, que ce ne soit pas trop morcelé, qu'il y ait trop de routes, qu'empêche la faune sauvage de se déplacer, etc. Ou pour, par exemple, limiter les effets de l'érosion côtière. Voilà. Et la difficulté, c'est de mettre en cohérence toutes ces politiques et de faire travailler tous les échelons de l'action publique, que ce soit le fait de respecter les accords internationaux ou de mettre en place des politiques locales qui respectent, par exemple, les directives européennes. Donc, je dirais que le défi pour l'action publique, il est double. À la fois, c'est réussir à travailler de manière transsectorielle, donc entre tous les ministères, et de façon transscalaire, ce qu'on appelle transscalaire, ça veut dire entre toutes les échelles des différents pouvoirs, sans que les politiques publiques proposées ne se contredisent entre elles. Sinon, c'est tout à fait contre-productif.
Merci beaucoup. J'ai une petite question juste avant d'enchaîner. Est-ce que ça marche de façon assez efficace, vous diriez? Est-ce que cette organisation fonctionne? Alors j'aurais tendance à dire que non, même si c'est peut-être un jugement un peu sévère, mais non, parce que justement, les difficultés pour les administrations de l'environnement, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, les difficultés pour dialoguer avec les collègues des autres administrations sont actuellement trop nombreuses. Trop nombreuses, des difficultés en fait à adopter un langage commun, des difficultés à avoir des objectifs partagés aussi, c'est-à-dire qu'entre une politique menée au nom de l'agriculture ou une politique au nom de l'environnement, actuellement, les objectifs ont du mal à se rejoindre. Merci. Pierre Funalo, est-ce que les stratégies actuelles en fait, de transition écologique, qui sont, on pourrait dire en partie par le marché, même si là il y a de l'organisation publique, voilà, est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles sont... quelle critique en faites-vous? Alors, justement, un point de départ que je pense être intéressant, c'est cette articulation entre l'État et le marché. Aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont néolibéraux, et le néolibéralisme, ce n'est pas le retrait de l'État, c'est la transformation du rôle de l'État. L'État devient un régulateur du marché, l'État encadre le marché, parfois l'État crée des marchés, il l'a fait par exemple avec le marché du carbone. Dans tous les cas, ce qu'il va chercher à faire, c'est chercher à contribuer à déterminer un prix sur ces marchés. C'est ce qu'on appelle le signal prix. Alors un exemple de base, c'est de dire, quand l'État essaye d'augmenter le prix d'un bien ou d'un service, le tabac par exemple, c'est pour en désinciter la consommation. Et ce signal prix, il est aussi adapté pour la transition écologique. Quand le gouvernement d'Édouard Philippe en 2018 veut augmenter la taxe carbone, qu'on appelle la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, c'est ça le but, c'est de désinciter à consommer de l'essence, à consommer des produits issus des énergies fossiles. Donc ça, c'est la première base de cette stratégie par le marché, de cette stratégie néolibérale, le prix et le signal prix. Dans le cadre plus précis de la question de la transition écologique, il y a un postulat qui est, je pense, erroné, et on va voir pourquoi, qui est un arbitrage en fait entre la préservation de l'économie et la préservation de l'environnement. C'est-à-dire que plus on va avoir une action écologique qui va être forte, plus on va avoir des effets négatifs sur l'économie. Ça, c'est le postulat. Ça donne donc lieu à ce que les ministres de la transition écologique d'Emmanuel Macron appellent l'écologie des solutions. Alors quand on parle d'écologie des solutions, il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas la solution à la crise écologique, c'est la solution à ce problème d'arbitrage entre la préservation de l'économie et la préservation de l'environnement. En résulte deux conséquences. La première, c'est qu'on a des mesures qui sont insuffisantes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, en 2022, qui nous dit aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne trajectoire pour respecter les objectifs des accords de Paris, les 1,5 degré. Et le GIEC nous dit aussi, d'ici à 2050, si vous voulez respecter les accords de Paris, il faudra diminuer de 100% votre consommation de charbon, de 60% votre consommation de pétrole et de 70% votre consommation de gaz. Et avec les stratégies par le marché, on n'est pas aujourd'hui en mesure d'atteindre ces objectifs. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut compléter ces stratégies de marché? Comment est-ce qu'au-delà de son rôle de régulateur de marché, l'État peut intervenir pour justement aller plus loin? Le GIEC nous dit aussi, il y a justement en 2022-2023, que nos dépenses dans la transition écologique devraient être de 3 à 6 fois plus élevées. C'est assez simple de se dire que si le marché ne peut pas le faire, il faut qu'un État plus interventionniste s'en charge. Il y a une session, je crois que c'est demain, qui va être très intéressante avec Isabelle Coupé-Soubeyran et Jean-François Ponceau, qui va sans doute parler de cette question de la monnaie et de comment est-ce qu'on peut avoir des investissements plus importants à la transition écologique. Et moi, du coup, je voudrais vous parler d'un deuxième élément, et cet élément, c'est la question de la sortie des investissements fossiles par le secteur privé. Parce que si on est en mesure de faire des investissements publics dans la transition écologique, mais qu'en même temps, le secteur privé continue de mettre en place des investissements dans les énergies fossiles, à ce moment-là, on remplit un panier percé, d'une certaine manière. Et donc, il y aurait des manières, en sortant du marché,
de contribuer à diminuer ces investissements fossiles. Et moi, il y a une politique dont j'aimerais parler brièvement, c'est une politique qu'on appelle l'encadrement du crédit. Elle a existé pendant 40 ans en France, jusqu'en 1984. Et cette politique, elle avait pour but de, à l'époque, contrôler l'inflation, mais aujourd'hui, on pourrait la réemployer pour la transition écologique. Comment faire? Vous êtes une entreprise, vous voulez produire plus, vous avez besoin d'investir, vous avez besoin d'acheter des machines, vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle usine, peut-être au hasard d'ouvrir une mine de charbon. Pour faire ça, vous avez besoin de monnaie. Et pour avoir de la monnaie, parce que vous avez besoin de payer vos fournisseurs, etc., pour avoir de la monnaie, vous allez vous tourner vers une banque, vous allez demander un crédit, et si vous êtes solvable, la banque va vous accorder le crédit. Que vous fassiez une réserve de biodiversité, une mine de charbon, ou bien un parc éolien, si vous êtes solvable, il n'y a aucune différence. Par contre, on se rend bien compte que d'un point de vue écologique, c'est absolument pas neutre, ces investissements. Et donc, une politique d'encadrement du crédit pourrait viser à dire, par exemple, que l'État, et donc par le biais de la Banque de France, c'est ce qui se passait un petit peu auparavant de manière différente, mais dirait, dans 3 ans, les banques, vous ne pourrez plus accorder de crédit pour les projets liés aux énergies fossiles. Par contre, 20% de votre activité de crédit, elle devrait être accordée à des projets d'énergie renouvelable. Par contre, 30% de votre activité de crédit devrait être accordée à des projets de transport en commun et décarbonés. Et donc, en sortant du marché, en ayant une action, pas par le signal prix, pas par des incitations, mais en ayant une action par les quantités, là, à partir de là, c'est-à-dire tout simplement de la régulation, de dire, voilà, cette monnaie ne pourra pas être créée pour ça. En ayant une action qui dépasse l'action par les prix et par le signal prix, là, on peut être plus ambitieux. De fait, là, on aura des effets négatifs sur certains secteurs. Ça, c'est tout à fait clair. La question, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Donner un exemple de secteur qui serait, oui. Bien sûr, absolument. Vous avez des entreprises dont le stock de capital est principalement du capital qui dépend des énergies fossiles. Je pense à des grandes entreprises pétrolières, je pense à des entreprises comme Total. Si ces entreprises-là, vous leur interdisez, pas forcément du jour au lendemain, mais en quelques années, d'investir dans ce qui est le cœur de leur business model, ça va être compliqué pour ces entreprises. Mais ça va être compliqué dans quelle mesure? En fait, c'est un problème si on considère que l'économie, c'est une fin. Si on considère que la finalité de l'activité économique, c'est de maximiser des cotations boursières. C'est de minimiser les pertes des profits des grandes entreprises qui sont responsables aujourd'hui du dérèglement climatique. C'est aussi un problème si on considère qu'il faut maximiser le PIB, qui est un outil comptable, en fait, qui n'a de sens que parce qu'on accepte tous de lui donner un sens. À ce moment-là, c'est un problème. Par contre, si on considère que l'économie, sa finalité de l'activité économique, c'est de satisfaire des besoins, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à de l'eau potable, d'avoir accès à de la nourriture, de pouvoir se loger, d'avoir un accès à de l'énergie peu chère, d'avoir un accès à des transports de qualité et peu chers, parce que l'accès au transport, c'est aussi l'accès aux services publics, c'est aussi l'accès à un emploi, à l'inclusion économique. Si on considère que c'est ça la finalité de l'activité économique, mettre en place ces politiques, c'est pas ça qui va justement abîmer nos sociétés. Et donc, je pense que la question de la jauge, la question qu'on devrait poser à chaque fois qu'on veut mettre en place une politique de transition écologique, c'est dans quelle mesure cette politique permet de réduire notre empreinte écologique, c'est-à-dire de réduire ce qu'on prélève à la nature et ce qu'on éjecte dans la nature sous forme de déchets et d'émissions, et est-ce que cette politique permet également d'augmenter la satisfaction des besoins? Et ça, c'est essentiel. Ça doit être la jauge. Est-ce qu'on réduit l'empreinte? Est-ce qu'on augmente la satisfaction des besoins? Je vous donne deux exemples très concrets de politique économique. Une politique économique pour le secteur des transports dans la transition écologique. Le choix néolibéral, c'est le choix d'Emmanuel Macron, c'est le choix de la hausse de la taxe carbone voulue en 2018. C'est une taxe carbone qui a été rejetée politiquement parce qu'elle était inégalitaire et qui n'a eu aucun impact écologique. Par contre, l'Allemagne a mis en place une mesure qui est extrêmement intéressante et qui se rapproche de cette double contrainte de l'empreinte écologique et de la satisfaction des besoins. Et cette politique, c'est ce qu'on appelle le Deutschland-Ticket, qui a été mis en place en 2023. C'est un tarif mensuel qui était à 49 €, maintenant 58 €,
avec lequel vous pouvez prendre tous les bus et tous les trains régionaux. Ça veut dire que pour vos trajets quotidiens, en fait, vous payez un tarif et à partir de là, vous pouvez prendre le train, le bus comme vous le souhaitez. Au bout de quelques mois, la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF, a vu son trafic augmenter de 25%. Au bout d'un an, 20 millions de tickets avaient été vendus. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le prédécesseur de ce ticket, il était à 9 €. Et ils ont vendu en 3 mois 52 millions d'exemplaires de ce ticket. Ça veut dire que grâce à ce ticket, vous avez la possibilité de faire passer donc les consommateurs d'une mobilité carbonée, la voiture, à une mobilité décarbonée, le train. Mais en plus, à 9 €, vous êtes en dessous du coût de transport individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une politique qui réduit l'empreinte écologique et qui, en plus, améliore la satisfaction des besoins. Ça, c'est une politique qui est efficace. Et un point de conclusion, parce que j'ai peut-être déjà dépassé mon temps, un point de conclusion sur le prix. On a parlé du prix au début. Ce qu'on voit, c'est que plus le prix de ce ticket est faible, plus on a de bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement des gens qui vont vivre mieux parce qu'ils vont avoir plus de pouvoir d'achat, parce que leur déplacement va leur coûter moins cher. Mais en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez plus de gens qui bénéficient de ce système, la politique, d'un point de vue écologique, elle est plus efficace. Parce que vous avez plus de personnes qui vont passer de la voiture au train, au bus, etc. Et donc, pour conclure, ça nous ramène sur ce que nous dit à nouveau le GIEC en 2023. Il nous dit « Les politiques écologiques et les politiques sociales ont des effets mutuels co-bénéfiques ». C'est-à-dire qu'une politique sociale, ça peut être de l'écologie. Une politique écologique, ça peut être du social. Et cette mesure le montre assez bien. Et donc, tous ces débats sur ce qu'on appelle la justice climatique, c'est pas seulement une question éthique, c'est aussi une question d'efficacité des politiques écologiques. Et donc, le point de conclusion, pour moi, c'est ça, c'est que le marché, parce que fondamentalement, il ignore la question sociale, et que cette question sociale, elle est essentielle à la réussite des politiques de transition, pour moi, toute stratégie qui sera basée uniquement sur un marché avec un État néolibéral qui le régule, sera, pour moi, voué à l'échec. Merci. Merci beaucoup. Anne-Laure Delatte, pas mal d'argent est public, en fait, et dépensé pour la mise en œuvre donc, de l'action publique. Comment jugez-vous son efficacité, son montant? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aussi et de dialoguer en plus avec deux autres disciplines. C'est important de prendre les choses par des facettes différentes. Alors, je voudrais peut-être... je vais réagir, je vais vous répondre, mais je vais juste réagir par les résultats d'une étude assez récente à ce que vous disiez juste avant sur il faudrait faire un arbitrage entre l'écologie et l'économie. En fait, quand on dépense en écologie, on fait du mal à l'économie, ou en tout cas, on doit faire un compromis. Mais ça, c'est complètement faux. C'est absolument faux. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui n'est pas dépensé pour la protection de l'environnement aujourd'hui, on le paiera plus tard. J'espère que vous en êtes tous convaincus, tous et toutes convaincus, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le débat public. Ah oui, mais si on fait des dépenses là, on va empêcher de l'activité économique maintenant, on va supprimer des emplois, etc. Alors, tout ce que vous faites maintenant, enfin, tout ce que vous ne faites pas maintenant, vous le paierez beaucoup plus cher après. Et je voulais juste vous parler d'une étude qui vient de... En fait, qui n'est pas encore complètement publiée, mais qui est en soumission et en révision dans l'une des meilleures revues, enfin dans la meilleure revue économique du monde, et qui en plus a été produite par un Français, donc on peut être content, sauf qu'il enseigne aux États-Unis, il a fait sa thèse à Princeton. Il nous dit, en fait, il renouvelle complètement l'estimation des coûts du changement environnemental sur l'activité. En fait, en gros, il nous dit ce qu'on a estimé jusqu'ici, on s'est trompé, ça va coûter 6 fois plus cher. Et il y a deux résultats qui sont importants. S'il n'y avait pas eu de changement environnemental depuis les années 60, on serait 37% plus riche aujourd'hui. Bon, donc ça veut dire que ça a déjà commencé et qu'on a eu déjà des pertes de revenus.
Et si on continue comme ça, en 2100, on aura perdu 50% de ce qu'on aurait dû faire. Je ne vous dis pas qu'on sera 50% moins riche en 2100 parce qu'on va continuer à avoir de l'activité économique et de la croissance, pas forcément bien distribuée, mais on va continuer à croître, mais on sera la moitié en dessous de ce qu'on aurait pu faire. Donc, vous pourriez juste citer l'étude ah oui, donc et les c'est auteurs, Bilal, comme Bilal Hassani, mais sauf que lui c'est son nom de famille, Adrien. Et voilà, si vous tapez, il y a une interview dans Avant-Garde, donc c'est un think tank Avant-Garde. Il a une interview assez récente et c'est un papier qui circule beaucoup en ce moment. Donc c'est rigolo pour l'anecdote, j'en ai entendu parler par 3 canaux différents. Voilà, c'est un truc qui va renouveler, je pense, pas mal la pensée. Donc premier fait établi, il n'y a aucune contradiction entre faire des dépenses pour l'écologie et l'activité économique. Au contraire, si on ne le fait pas, on va perdre du revenu. Et on l'a déjà fait, puisqu'on est 37% en dessous de ce qu'on devrait être si on n'avait pas eu de changement environnemental depuis les années 60. Alors maintenant, comment on fait ? On nous dit, par exemple, il y a eu un rapport assez important, peut-être qu'on vous en parle en cours, de Jean Pisani-Ferry notamment, et avec Mahfouz, sa co-autrice, qui nous a dit, en gros, il faudrait dépenser 30 milliards par an d'investissement public pour pour traiter les problèmes environnementaux et nous adapter. 30 milliards par an. Est-ce que c'est beaucoup ? Non, merci. C'est combien même ? Alors, la dette de la France, c'est 3 000 milliards. Ce qu'il nous faudrait, c'est 30 milliards par an. C'est 1 point de PIB. Parce que la dette, c'est même plus que 3 000 milliards, parce que le PIB fait 3 000 milliards. Mais c'est super que vous ayez ce réflexe-là. C'est rien, 30 milliards. Et en même temps, c'est beaucoup, évidemment, parce qu'on ne les trouve pas facilement, et qu'on fait des arbitrages en ce moment, etc. Mais finalement, 30 milliards, c'est moins de la moitié de ce qu'on donne pour l'éducation nationale, par exemple. Mais c'est 30 milliards, c'est 6 fois moins que les aides publiques aux entreprises qu'on octroie chaque année. En réalité, en fait, l'État, la fameuse action néolibérale dont on vient de vous parler à l'instant, l'État, quand il se met au service du marché, il prend une partie des prélèvements obligatoires, donc des impôts, des ressources, et il va les redistribuer aux ménages, mais aussi aux entreprises. Et à quelles entreprises ? Comme vous venez de le dire, à n'importe quelle entreprise. Il n'y a aucune conditionnalité. Donc en fait, des entreprises comme Total, comme ArcelorMittal, comme des grosses manufacturières dans la pétrochimie, toutes ces entreprises-là, elles reçoivent énormément de subventions, d'exonérations, de crédits d'impôt, d'exonérations de charges sociales. Et tout ça, aujourd'hui, on sait que ça représente une ressource de 180 milliards par an. On ne le savait pas trop jusque-là parce que il y a une partie qui est en forme de subvention, de dépenses directes, et une autre qui était sous forme d'exonération, de crédit d'impôt, c'est-à-dire de manque à gagner. On a fait un gros travail avec un doctorant, Ayman Abdel-Salam. C'est surtout lui qui a fait le boulot parce qu'il est allé récupérer, il a collecté les données à la main de tous les projets de loi de finances depuis 1979. Il a collecté ligne à ligne toutes les dépenses qui avaient été faites, enfin les manques à gagner. Et aujourd'hui, on peut le dire de façon documentée, et le papier va être publié dans une revue universitaire française, on dépense 180 milliards d'euros par an pour aider les entreprises. Alors, est-ce qu'on peut les retirer comme ça ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est efficace ou pas ? Pour trouver ces 30 milliards, est-ce que je pourrais prendre mes 30 milliards dans les 180 milliards ? La question qu'il faut se poser quand on fait de l'action publique, c'est est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est juste ? Sur l'efficacité, on commence à avoir un certain nombre de rapports publics qui nous disent bien que le crédit d'impôt recherche, c'est pas très efficace. C'est 7 milliards par an.
7 milliards par an qui sont distribués à moitié, donc 3,5 milliards sur 50 grandes entreprises françaises. 50 entreprises récupèrent 3,5 milliards, sans qu'il y ait un effet très important sur l'emploi et sur la recherche, voire un effet non significatif d'après la majorité des rapports publics qui ont été produits. Il y a des exonérations de charges sociales. Donc vous savez, on a pas mal de cotisations sociales en France parce qu'on paye une protection sociale, on est assez généreux en France. Je suis sûre que vous avez déjà entendu vos parents ou des oncles et tantes dire on paye trop de charges en France. Quand on est au SMIC, on n'en paye pas, en fait. Enfin, l'employeur de quelqu'un qui est au SMIC n'en paye plus. Il n'y a pas de charges sociales parce que c'est complètement exonéré. Et ça, c'est à peu près efficace, même s'il faut le compenser. Hein. Ça veut dire qu'à un moment, derrière, c'est l'État qui compense pour payer la protection sociale. Mais le problème, c'est que ça va jusqu'à 3 fois le SMIC. 3 fois le SMIC, ça veut dire qu'il y a 90% des salaires en France qui ont une exonération de charges sociales. C'est pas du tout efficace. On le sait. Et que de n'importe quel côté du spectre idéologique, tout le monde est d'accord sur le fait que ça n'est pas efficace. Vous avez un rapport public qui est sorti l'année dernière et qui dit de façon très conservatrice, au-delà de 2,5 fois le SMIC, c'est plus du tout efficace, mais même on pourrait se dire qu'entre 1,5 et 2,5 fois le SMIC, on n'est pas sûr de l'efficacité. Franchement, c'était très conservateur de dire ça. Ça a été produit. Au projet de loi de finances, Barnier propose de couper des exonérations, ça ne passe pas. Ça passe pas. Parce que vous n'avez pas de volonté politique pour le faire. Parce que ça va contre l'intérêt de certaines entreprises, parce que ça va contre l'intérêt clairement électoral du gouvernement. Et donc, je le dis avec un petit peu de véhémence, mais si on voulait, on les aurait, les 30 milliards. En fait, on a les éléments dans le débat pour dire qu'il y a une partie de l'action publique qui n'est pas efficace. Et spoiler, c'est pas à l'hôpital et c'est pas à l'école que c'est pas efficace. C'est souvent sur le marché et on ne le remet pas en question. Et juste pour info, Barnier proposait, donc le Premier ministre Barnier qui s'est fait renverser par un 49.3, enfin après un 49.3 en décembre, il me semble, tout début décembre. Il proposait l'article 49.3, je suppose que vous connaissez, mais bon voilà, c'est... Oui, donc donc il a essayé de faire passer le budget de la France au forceps, c'est-à-dire sans vote au Parlement. J'imagine que vous avez entendu parler de ça. Si vous me dites non, je suis un peu déprimée, parce que c'était quand même assez important en termes de démocratie. Et donc il s'est fait renverser ensuite, il y a eu une motion de censure et donc une défiance vis-à-vis de son gouvernement. Tout ça pour dire que dans ce budget, il essayait de couper 4 milliards d'exonération. Et même ces 4 milliards, même son alliance politique était contre. Voilà, donc on est loin. Et donc je voudrais juste boucler avec ce que vous disiez au début sur le fait qu'il y avait des contradictions à l'intérieur du gouvernement entre ministères. Vous voyez les crédits d'impôt dont je viens de vous parler. En fait, la moitié des subventions et des crédits d'impôt en France sont captés par un secteur, c'est le secteur le plus polluant. En fait, si on prend tous les secteurs économiques en France, qu'on les met dans 4 gros paniers en fonction de leurs émissions carbone, on prend le secteur qui fait le plus d'émissions carbone, il capte la moitié de l'aide publique aux entreprises. Donc, c'est une contradiction essentielle. Ça veut dire que quand on vous dit on dépense tant pour l'environnement, il faut demander ah bon, mais et vous dépensez combien pour les activités polluantes? Et en fait, c'est beaucoup plus. Donc voilà, on a une contradiction dans l'action publique qu'il faut absolument mettre dans le débat. Merci beaucoup. On a un tout petit temps avant de prendre vos questions. N'hésitez pas aussi, pour tous ceux qui nous suivent à distance, à nous envoyer vos questions, je les relayerai. Est-ce que vous souhaitez, Clémence et Pierre, réagir à cette présentation en fait, que vous faites, Anne-Laure, qui montre le poids en fait, des intérêts, je ne sais pas comment le dire, et des choix, en fait, des choix qui sont faits et peut-être des contraintes aussi, puisque le temps politique n'est pas le même que le temps d'autres temps.
Oui, tout à fait. Absolument, je rejoins complètement ma collègue. Insister peut-être, en fait, dans la continuité de ce que vous venez de dire, insister sur le fait que l'environnement actuellement n'est pas une priorité politique, puisque vous l'avez bien démontré, je ne vais pas le redire. Voilà, les moyens financiers, on pourrait les trouver. Plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Déjà, en fait, une adéquation dans les représentations de ce que doit être la France et l'économie et la vie sociale entre les élites politiques et les élites économiques. Ce sont des élites qui se rejoignent en fait sur ce que doit être la France, et la France aujourd'hui telle ces élites la dessinent, ça ne va pas forcément dans le sens d'une préservation de l'environnement, ça va plutôt dans le sens du prolongement d'une accélération de la croissance économique. Et la croissance économique a des effets directs sur l'environnement. Je crois que vous l'avez étudié, ou vous allez l'étudier cette année. Indiquer aussi que le changement nécessaire pour préserver l'environnement peut être très coûteux pour les élus. Déjà, il y a une forme de dépendance au sentier. Ça veut dire que les élus vont avoir tendance à toujours reproduire les mêmes politiques et les mêmes solutions qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent et que leurs administrations maîtrisent. Donc il y a un coût au changement, une prise de risque au changement qui ne sont pas forcément amenés à prendre, d'autant plus que en fait, le temps du mandat, le temps de l'élection et du mandat est toujours assez court. Et alors que l'environnement, c'est un problème qui doit se penser sur le long terme, et un élu à l'échelle de son mandat n'a pas forcément d'intérêt direct à préserver l'environnement. Si on pense bien sûr en termes d'intérêt direct, si on pense en termes d'intérêt général et de vision de long terme, là évidemment ça coince. Mais en tout cas, lui à son échelle, ça peut être trop compliqué à mettre en œuvre. Oui, à vous. Alors, j'ajouterais peut-être un point sur la question de l'austérité. L'austérité, c'est l'idée qu'il faut diminuer les dépenses publiques pour diminuer le déficit public, parce que la dette publique est trop importante et qu'il faut la réduire, etc. Et évidemment, c'est toujours les dépenses sociales ou les dépenses dans l'écologie qui vont en souffrir. Ce que je pense qu'il est très important de comprendre, c'est que c'est des contraintes qui sont auto-imposées. Un exemple très simple, c'est ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, on nous disait la Grèce est surendettée, il faut qu'elle fasse des économies, on ne pourra pas l'aider, la Banque Centrale Européenne ne pourra pas l'aider à financer ses dépenses publiques, etc. Finalement, grosse crise financière, on l'a fait. On nous disait c'est pas possible de mobiliser énormément de fonds pour la transition écologique. Petite anecdote, là il y a 3 semaines, j'avais mes étudiants, on fait un cours et puis je leur dis on pourrait utiliser de l'argent pour la transition écologique, etc. Mais on le fera pas. 2 ou 3 jours après, il y a l'annonce de la part de la Commission européenne qu'il y aura plus de 800 milliards qui seront dépensés pour le réarmement de l'Europe. Il n'y a pas de contrainte financière. Il y a une contrainte politique et tout simplement des objectifs et des priorités, pour tous les éléments que vous avez donnés, qui font qu'il n'y a pas cet investissement dans la transition. Et peut-être un dernier point sur le papier que vous citiez là, de Bilal et Kanzi, justement. Les chiffres, ils sont super intéressants. Ils estiment, ces auteurs, que le coût social du carbone, c'est-à-dire ce que nous coûte une tonne d'émissions de CO2, à la fois en termes de dommages, de dégradation des écosystèmes, ensuite de tous les effets négatifs que ça va avoir sur la santé publique, etc. Ils estiment que c'est 1 000 $. 1 000 $. En France, je vous ai parlé d'un marché du carbone. En Europe, on a un marché du carbone qui détermine aussi le prix de la tonne du carbone. Il n'a jamais dépassé 110 €. Et aujourd'hui, il fluctue autour de 70 €. Peut-être pour faire le lien aussi avec le fait que les solutions par le marché, face à un tel problème, sont un peu inefficaces. On n'a pas inséré la discussion dans la remise en question peut-être de l'hypothèse d'une croissance continue ou que la croissance est désirable comme objectif principal. Alors ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin, mais peut-être juste un petit mot éventuellement sur les notions que vous devez lire de post-croissance ou de rapport justement à une politique austéritaire, mais qui ne prend pas en compte
ce postulat d'une croissance comme étant l'objectif en fait principal d'une économie à l'heure de là. Je ne sais pas si... Bon, aujourd'hui, c'est intéressant de parler du PIB, c'est bien, vous apprenez tout ce qu'il y a dedans, tous et toutes ce qu'il y a dedans, mais clairement, si vous travaillez et que vous ne pouvez pas payer votre santé, que vos parents ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ont un cancer et que c'est trop cher, si vous ne pouvez pas aller à l'école, ou, etc. Enfin, il y a ce qu'on appelle des outcomes, il y a d'autres implications que l'activité économique. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez les États-Unis, ils ont un PIB par tête qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Ah oui. En revanche, ils ont, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans de différence dans la mortalité des Américains entre les Européens et les... Plus, hein. L'espérance de vie baisse, en fait. De vie, ouais. L'espérance de vie, excusez-moi parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment frappant. Je ne sais même pas si c'est pas 5 ans. Attendez, donc en fait, c'est qui le pays qui réussit? C'est celui qui vit 50 plus ou c'est celui qui a un super PIB par habitant? Et donc c'est ça en fait, et je pense que j'espère que vous faites partie d'une génération qui va ne plus se faire avoir par le côté la croissance a encore ralenti, l'emploi a encore ralenti. Oui, non mais attendez, posez-vous quelques questions, quoi. Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous avez accès à de la nourriture saine et pas chère? Est-ce que vous avez accès à une santé gratuite et efficace? Voilà, c'est ça les besoins fondamentaux. Est-ce que vous êtes heureux finalement? Mais c'est pas. Et bien sûr que le bonheur, ça passe par avoir un travail qui vous accomplit, avoir un logement confortable, etc. Donc on a besoin d'activité économique, mais on n'a pas besoin d'une activité économique en soi. Il faut vraiment réfléchir à ces autres indicateurs qui sont des indicateurs, je pense, que vous pouvez ressentir dans votre corps, contrairement au PIB, il me semble. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ou on prend les questions? Vous aviez, oui, un petit mot rapide? Peut-être un mot très rapide, brièvement. Sur la question de la croissance économique, la base de la stratégie aujourd'hui écologique, c'est la croissance verte. Okay, la croissance verte, on en entend beaucoup parler, et c'est l'idée qu'on peut avoir une croissance économique, donc un PIB qui augmente, et une diminution de l'empreinte écologique. Les études empiriques aujourd'hui ont montré que ce n'était pas quelque chose qui était possible au niveau mondial, et le GIEC nous dit aussi que même si on arrivait à le faire, et que tous les pays du monde arrivaient à le faire, là, tout de suite, on parle de 200 pays, ça pourrait ne pas suffire à mettre les accords de Paris. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on peut faire de la croissance verte, c'est est-ce qu'on peut prospérer sans croissance. Et de fait, c'est pour ça que je trouve l'exemple effectivement de l'espérance de... En faisant une action publique pour l'environnement efficace. Absolument. On prend les questions? Comment? Vous voulez prendre les questions? Non. Non mais voilà, et simplement, cette idée, c'est de dire, comment est-ce que justement, on peut augmenter la satisfaction des besoins sans croissance? C'est ça la question. Et voilà, passer peut-être ce qu'on appelle le découplage de la croissance et des émissions de CO2 à un découplage de la satisfaction des besoins de la croissance économique. Voilà. Merci Clémence Guimond. Vous vouliez ajouter quelque chose ou je prends les questions? Oui. Donc je pense qu'il y a un micro qui circule ou qui peut circuler. N'hésitez pas, je vais regarder si moi, en ce temps-là, si j'ai éventuellement des questions. Oui, juste il y a 5 ans. Il y a 5 ans de différence d'espérance de vie entre les Américains et les Français. Alors, à votre âge, vous dites 5 ans, bon, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais non, mais pensez à vos parents et à vos grands-parents. En fait, vous les perdriez 5 ans avant s'ils étaient américains, en moyenne. Merci d'avoir vérifié. Donc, à vous. Peut-être vous présenter, rapidement. Je suis étudiante en prépa économie. Allez un petit peu plus proche. Ah, ok, pardon. Je suis étudiante et en fait, je me demandais depuis un certain moment si... On ne vous entend pas, en fait, il faut parler vraiment tout près. Est-ce qu'on pourrait envisager une économie dans laquelle il n'y aura pas de croissance? Une économie plus protectionniste, où il y aura peut-être un peu d'autarcie sans aller... voilà.
Puisque aujourd'hui, dans nos économies européennes, en fait, ce qu'on fait faire, c'est pour diminuer d'une manière nos chiffres sur tout ce qui serait émissions de gaz à effet de serre, on importe. Dans un contexte de marché international, de commerce international, on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Par exemple, l'Irlande, ils produisent 10 fois plus du lait qu'ils en ont besoin, et la méthane, ça correspond à 40% de leurs émissions, l'émission du pays. Donc il y a un excès de production et un excès de consommation. Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer qu'il y ait un environnement politique qui sera favorable à une croissance à zéro? Merci, on va prendre les 2 autres questions, puis peut-être vous laisser répondre. Bonjour. Je m'appelle Nathan, je suis lycéen, et j'aimerais savoir par rapport à la taxe par rapport au crédit sur les carbones, ce qui empêcherait des entreprises étrangères de venir en France et d'opposer une concurrence inégale aux entreprises françaises qui sont plus taxées. Merci. Puis il y a une dernière question, oui, pour l'instant. Bonjour, moi je suis Noah, je suis lycéen. C'est un peu sur la même thématique, c'est sur la politique d'encadrement du crédit. Mais qu'est-ce qui empêcherait les investisseurs à emprunter dans d'autres banques autres que françaises, ce qui serait un peu mené à la politique, serait inefficace? Merci. Je prendrai d'autres questions ensuite, peut-être. Oui, bon, allez-y. J'aime là-bas. Parlez bien proche du micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Léonard, je suis élève à Victor Duruy en terminale. Vous avez démontré que les gouvernements avaient la possibilité de mettre en place des régimes pour préserver l'environnement, mais quels sont ces régimes? Avez-vous d'autres exemples concrets que les transports en commun, que les pouvoirs politiques pourraient mettre en place pour vraiment préserver l'environnement, s'ils peuvent, peu importe le coût qu'aura ces mesures? Merci. D'autres exemples que les transports? Ouais. Est-ce que vous voulez commencer par répondre à celle-là? Dans l'ordre que vous souhaitez, en fait. D'abord... Économie sans croissance, c'était le... Oui, voilà, ouais, l'économie sans croissance. On a de la marge. Donc, enfin, il y a 2 façons de vous répondre. D'un point de vue économique et technique, on a de la marge. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, il y a des pays qui produisent en excès. On est quand même dans une société de l'abondance. Ça peut être choquant de dire ça parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est pas du tout abondant, et surtout à l'intérieur de notre propre pays, il y a des gens qui n'ont pas accès à cette abondance. Mais dans l'ensemble, on est dans des sociétés d'abondance. C'est-à-dire que si on prenait tout ce qui est produit et qu'on le divisait par le nombre d'habitants et qu'on avait une distribution un peu plus égalitaire, on serait largement bien logé, nourri, habillé. Donc, il y a une marge pour réduire cette production en termes de besoins. D'accord ? Ça, je pense qu'effectivement, si on en revient aux besoins, honnêtement, je crois qu'on peut tous et toutes se mettre d'accord sur le fait qu'on n'a pas besoin d'autant de choses. Après, le problème de la croissance, le problème de l'absence de croissance, c'est que derrière, vous financez de l'action publique avec les impôts et donc les ressources que vous avez tirées sur cette croissance-là. Et donc, moi, la façon dont je le vois, c'est plutôt, je vois bien la transition, mais je vois pas la fin. Je vois bien la transition dans le sens où aujourd'hui, on sent bien que les ressources publiques, elles sont pas prélevées au bon endroit et que il y a une redistribution à faire. Il y a des gens qui payent proportionnellement à leurs revenus beaucoup trop par rapport à d'autres qui vont payer pas assez. Et donc, vous avez peut-être entendu parler de la taxe Zuckman. Peut-être que vous suivez Camille Etienne sur Instagram. Elle en a pas mal parlé il y a un mois. Et vous êtes peut-être maintenant conscient que quand on est ultra riche, en France, on paye moins d'impôts proportionnellement à son revenu que si on n'est pas ultra riche. Donc voilà. Je vois bien la transition et comment faire en sorte que même s'il y a
plus trop de croissance, on redistribue bien, on prélève plus sur ce qui existe déjà. Mais peut-être dans 30 ou 50 ans, on aura un problème. C'est-à-dire que si vraiment on devait ralentir énormément et ne plus faire de croissance, moi, j'arrive pas trop encore à comprendre comment est-ce qu'on pourrait financer vraiment une protection sociale et tous les services collectifs dont on bénéficie aujourd'hui. Parce que notre population continue à grandir, parce que nos besoins continuent à grandir. Vous voyez, donc à un moment, quand même, le gâteau, il serait partagé entre de plus en plus de gens. Donc on aura probablement un problème. Mais c'est pas grave, ça c'est dans 50 ans et déjà redistribuons mieux maintenant. Merci. Il y avait une question. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est de répondre aux questions. Il y avait une question sur la taxe carbone. Alors oui, sur la taxe carbone, j'avais une question sur je crois que c'est plutôt l'encadrement du crédit. Et l'encadrement du crédit. Ouais, l'encadrement du crédit. Sur l'encadrement du crédit, vous avez tout à fait raison. Ce qui est toujours important quand on parle de la mise en place d'une politique économique, c'est de se dire que c'est jamais une politique qu'on met en place. On met en place d'autres politiques à côté pour qu'il y ait une cohérence. Toutes les politiques que vous mettez en place, elles vont avoir des effets négatifs sur autre chose, sur d'autres éléments. Si vous augmentez le SMIC à 1 500 €, et pour les petites entreprises, ça va peut-être être compliqué. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des réductions fiscales, des abattements fiscaux pour permettre que pendant un temps d'adaptation, ça ne pose pas de problème pour les entreprises. Pour la transition écologique, c'est pareil en fait. Vous allez mettre en place une politique de contrôle du crédit, mais elle ne va pas être complètement efficace. Parce que plus les entreprises sont grosses, moins elles ont recours au financement bancaire pour leurs investissements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effet marché financier. Ok, vous faites du contrôle du crédit pour les banques, pour le financement bancaire. Il faut aussi après s'occuper des questions de régulation financière. Et effectivement, il y a aussi la possibilité que vous ayez des gens qui arrivent avec des capitaux étrangers et puis qui fassent justement des projets fossiles en France sans avoir du coup de problème avec le fait qu'on ne peut pas se financer en France. Il y a quelque chose qui était très bien, qui existait avant, qui s'appelait les contrôles de capitaux. On n'en a plus aujourd'hui. Les contrôles de capitaux, c'est intéressant parce que c'est simplement l'idée de dire on choisit si certains capitaux rentrent ou pas dans notre pays. Et ça, pour des questions écologiques et même par rapport à votre question sur la post-croissance, sur justement ces échanges internationaux et sur production, etc., c'est important. Une forme de relocalisation, elle est complètement nécessaire. Ne serait-ce que parce que les flux sont trop importants et émettent trop de carbone, mais en plus parce que ces flux permettent un évitement des régulations écologiques. Et donc, en posant cette question tous les deux, je trouve que vous soulevez bien ça. Et donc, contrôle du crédit, mais aussi régulation financière et sans doute contrôle des capitaux. Merci. Il y avait aussi une question, un autre exemple ou d'autres exemples que celui des transports. Alors, en dehors du secteur des transports, vous avez les mobilités, vous avez aussi un autre élément. C'est sur la question, par exemple, de la sortie des investissements, de la sortie du capital fossile pour les très grandes entreprises. Vous avez un élément, une politique qui est assez intéressante, qui est de plus en plus étudiée, qui est la question des actifs échoués. Et les actifs échoués, c'est des actifs qui vont perdre leur valeur parce que vous allez avoir soit une finitude des ressources, c'est-à-dire que vos puits de pétrole, par exemple, avant que vous ayez remboursé toute leur valeur, peut-être qu'il n'y aura plus de pétrole, etc. Donc vous allez avoir des actifs qui vont être échoués. Une mesure de transition qui serait une mesure de transition rapide, ce serait de faire de l'échouement de ces actifs par de la réglementation, en fait. En faisant ça, vous diriez, en fait, au bout, vous faites quelque chose de graduel, année après année, une certaine part du capital fossile devra être démantelé. Et ça, c'est un point qui est important. Ça peut paraître un petit peu radical, mais c'est une politique qui, pour le coup, sort de l'effet incitatif. Là, vous avez un effet direct de régulation. Et quand on voit que les politiques d'incitation par le signal prix sont insuffisantes, c'est intéressant de s'interroger sur des politiques aussi de régulation. Merci. Il y avait une dernière question sur la taxe carbone et
l'effet sur les entreprises étrangères, c'était ça? C'était vous? Non, vous vouliez encore une autre question, mais il faut d'abord qu'on réponde à celle-là. Vous vouliez rebondir, mais bon, il faut quand même qu'on réponde à cette question, mais je ne me souviens plus exactement de la question, je suis désolée. C'était vous qui l'aviez posée? Non, vous voulez reprendre la parole. D'accord, voilà, on va donner le micro, et puis... Non, mais sur les taxes en général, je crois que la question que vous posiez, c'est comment est-ce qu'on fait pour taxer en France si le reste du monde ne taxe pas? C'est ça que la question que vous posiez. C'est pas vous, c'est juste en dessous, Nathan, je crois. Vous disiez si les entreprises sont taxées en France, en gros, les entreprises étrangères s'arrangeront pour ne pas être taxées. Donc le mécanisme, il est important. Hein, c'est important ce que vous dites parce que le problème là, on fait semblant. En fait, il y a un gros éléphant dans la pièce. On dit oui, on peut augmenter l'action publique, on peut augmenter les impôts. Bah oui, mais toutes les frontières sont ouvertes, les capitaux circulent, et c'est tout le problème de notre époque, quoi. C'est qu'il y a l'optimisation fiscale et l'évitement fiscal, c'est le sport favori des grandes entreprises et des plus riches. Et pas de jugement moral, c'est comme ça, quoi. Enfin, si vous pouvez échapper à une charge, vous y échappez. Et donc, il y a encore quelques mois, je vous aurais dit oui, mais on est quand même dans un contexte international porteur avec des accords qui font qu'aujourd'hui, on essaye de lutter contre la concurrence fiscale. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Enfin, il y a un petit changement politique aux États-Unis qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus conflictuel. Enfin, je le dis avec des gros guillemets, mais on est dans un monde qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus conflictuel. Mais en attendant, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est Zucman qui le dit tout le temps. Vous voyez qui c'est, Gabriel Zucman? C'est vraiment c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quoi, sur l'optimisation fiscale. En gros, il faut garder en tête que le marché français, c'est un marché hyper important pour toutes les entreprises. Vous pouvez dire, en fait, à partir du moment où vous dites si tu veux opérer en France, il faut que tu répondes aux règles françaises, je peux vous dire qu'il y a aucune multinationale qui peut se permettre de ne pas venir en France, en fait. On est un marché de consommation énorme. Juste pour Total, on est 20% de leur chiffre d'affaires, la France. Le problème, c'est qu'ils transfèrent leurs profits de façon artificielle dans des pays où ils sont sous-taxés. Mais si on mettait en place les règles qu'il faut, on pourrait leur faire payer sur le chiffre d'affaires et non pas sur le profit qu'ils déclarent. Bon, tout ça pour vous dire que si on changeait les règles et si on disait c'est sur un chiffre d'affaires, les ventes qu'on va te taxer, en tout cas, il y a des façons de faire pour que vraiment les entreprises qui veulent venir en France soient taxées en France, ben on les a, les ressources. Encore une fois, c'est un problème politique, en fait, de s'attaquer à ça. Merci beaucoup. Rapidement, c'est bon? D'accord, entendu. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que, je sais, puisqu'on a commencé un peu en retard. Oui, il y a une question. Donc, on peut prendre 2 questions encore, je pense. Donc, il y a une jeune femme là, et puis qui d'autre? Et là, d'accord, ok. Ah, il y a aussi une personne. Alors, il faut des questions super courtes. Moi, je m'appelle Galit, je suis lycéenne. J'avais une question sur quand vous aviez parlé du fait que dans la société, on ne s'occupe pas vraiment des dépenses qu'on va mettre dans la question sur l'environnement, mais on va faire beaucoup plus de dépenses dans tout ce qui va polluer. Et donc, vous aviez dit que ça devait rentrer absolument dans le débat démocratique. Cependant, ça n'a pas vraiment été fait. Donc, je me posais la question, comment est-ce qu'on pourrait faire rentrer ça dans le débat démocratique ? Merci pour la question. Donc, des questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on ait le temps de répondre. Alors, je suis lycéen. Comment réussir à gagner le bras de fer et pénaliser les entreprises à forte émission comme les entreprises minières, alors que tout ce qui nous entoure provient des mines? Faut-il changer notre mode de vie? On m'a pas entendu, non? C'est bon? Vous avez entendu?
Oui, d'accord. Et ensuite, il y a une autre question tout à fait à droite de l'hémicycle. Ouais. On n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Je suis vraiment désolée, il faut être malheureusement. Bonjour. C'est plus une question d'aspect politique, mais pensez-vous que la France doit forcément avoir à sa tête un parti écologique pour réussir à aboutir sa transition écologique? Marché écologique. Non, je pense qu'il y avait une question ici. Je suis désolée. C'est la dernière. Et ensuite, on répond parce qu'il ne nous reste même pas 3-4 minutes. Merci. Et il y a plein de questions tout en haut. Ah, je ne vous ai pas vu. Je me demandais si en Europe, même plus particulièrement en France, on peut vraiment jouer un rôle dans la protection de l'environnement via les actions que vous avez développées, alors que la France, elle représente 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et que la Chine, elle en représente un tiers. Et donc pourquoi pas plutôt engager des actions diplomatiques envers ces pays-là qui sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, plutôt que plomber notre économie locale actuelle, sachant qu'au niveau mondial, notre impact il sera vraiment très faible. Merci. Je vais vous laisser répondre. Donc, il y a pas mal de questions un peu politiques, le débat démocratique, marché écologique. Enfin, qui veut répondre? Clémence Guimont? Oui, je vais commencer. Enfin, c'est quand même des Oui. questions assez costauds, non? Donc, Oui. j'aurais On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, voilà. mais juste donner quelques pistes. Même si on rentrait dans les détails, j'aurais pas la prétention d'avoir des réponses comme ça formelles. Alors, cela dit, hein, vous dites que ça va plomber notre économie, la dernière question qui a été posée. Peu importe, en fait, de toute façon, les effets du changement climatique, les Français vont les subir. Donc, il va falloir agir, ne serait-ce qu'à cette échelle-là, pour protéger et réduire les inégalités environnementales. Donc, peu importe finalement les émissions que l'on émet, il faut agir là-dessus. Par rapport au fait, la question de savoir s'il faut un parti écologiste ou pas, alors, vaste question qui là appartient plus au débat citoyen qu'au débat scientifique, mais en fait, il faut voir qu'il peut y avoir un consensus de la part de tous les partis politiques quant au fait qu'il y a un problème environnemental, mais les réponses politiques qui sont apportées vont être très différentes d'un parti à l'autre. Et le parti écologiste, Europe Écologie Les Verts, hein, si on le nomme, a une idéologie qui lui est propre et des idées qui lui sont propres et qui ne seront pas les mêmes. Ce qui est intéressant de voir, que d'autres partis, hein, par exemple la droite, la gauche, etc., d'autres partis de gauche ou la droite, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le parti écologiste, si on reprend l'histoire politique française, c'est vraiment le parti écologiste dans les années 1970 qui a poussé à mettre à l'agenda cette question. René Dumont, premier candidat à la présidentielle, premier candidat écologiste à la présidentielle dans les années 70, passait quand même pour un uluberlu à l'époque. Voilà. Il expliquait que l'eau manquerait bientôt, on ne le croyait pas. Donc la place du parti écologiste sur la scène politique française aujourd'hui, c'est de contribuer, faire pression pour mettre l'environnement à l'agenda. Ensuite, quant aux réponses à apporter, ça nous appartient à tous et toutes en tant qu'individus citoyens. Voilà. Merci. Je vous laisse chacun prendre la parole en mode de conclusion aussi, puisqu'on me fait signe que c'est fini. Ok, alors juste peut-être en 1 minute 30, votre question, elle Maximum. est excellente. La question sur les minerais. Question collective? Elle est excellente. C'est une excellente question. Pourquoi? La transition écologique telle qu'elle est conçue en Europe aujourd'hui, c'est le pacte vert européen, le Green Deal. Le but de ce pacte vert européen, c'est de maintenir et d'accroître la production du continent européen sur la base d'une énergie décarbonée. Et de fait, si vous avez une énergie décarbonée, vous avez des panneaux solaires, vous avez tout ça, etc. Et ces panneaux solaires, ils dépendent d'un stock, et un stock de minerais qui est fini. Et pour moi, c'est l'argument premier qui montre l'impossibilité d'une croissance infinie. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter les flux en permanence, même en disant on parle de richesse, de monnaie, d'énergie solaire, et tout ça c'est finalement presque infini en fait. Tout ça, ça repose sur des stocks bien matériels et des stocks finis. Et donc cette question de la dépendance aux minerais, pour moi c'est l'élément premier
pousse quand même à comprendre l'impossibilité de la croissance infinie. Donc dans un monde, pour répondre, dans un monde où on essaie de faire de la croissance, on ne peut pas être indépendant des minerais. Il faut réduire le niveau de la production et de la consommation. Merci beaucoup Anne-Laure Delatte, vous avez le mot de la fin. Très rapidement. Je dirais sur le débat public, comment est-ce qu'on remet les choses dans le débat public et est-ce qu'on doit voter est-ce qu'on doit voter pour les Verts. Je suis d'accord avec Clémence, ça appartient plus au débat citoyen. Je crois que il faut que vous vous engagiez. En fait, il faut s'engager. Si vous pensez que c'est important pour vous, engagez-vous, ne serait-ce qu'en lisant la presse régulièrement et en parlant au déjeuner du dimanche avec vos parents, avec vos copains. Vous pouvez vous engager dans des ONG. C'est le moment aujourd'hui de le faire. Il y a 2-3 questions importantes sur lesquelles on peut s'engager aujourd'hui. Et sur l'écologie, moi, ma grille de lecture, c'est plutôt, si vous l'avez compris, j'aurais tendance à faire plus confiance aux partis politiques qui me diront qu'il n'y a pas de contradiction entre l'écologie et l'activité économique, l'emploi, etc. Donc tous les partis politiques qui me diront oui, mais bon, il faut faire, il y a des compromis, il faut faire des compromis parce que on va faire du mal à l'économie. Vraiment, je m'en méfierais parce que souvenez-vous de la première étude que je vous ai citée, c'est pas vrai. En fait, on va le payer très cher. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les efforts et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les Verts qui le disent. Un grand merci à vous trois pour ce débat passionnant, Anne-Laure Delatte, Clémence Guimont et Pierre Finalo. Un grand merci à vous toutes et tous pour toutes vos questions et tous ceux qui nous ont suivis à distance. J'espère que ce débat vous a nourri et intéressé. À très bientôt.